Bonjour à toutes et à tous, je suis Lilian Alvarez, freelance en développement d'applications mobiles et formateur pour indépendants. Et aujourd'hui, je reçois Pierre Engelbrecht. Il est expert comptable chez Number. Et on va voir trois cas différents, trois cas chiffrés de... le premier, ce sera le foncier avec la SCI translucide. Le second cas, ce sera la SCI Alias. Et le troisième, ce sera le LMNP, le loueur meublé non professionnel. Donc l'idée, ça va être de comparer un même investissement sous le prisme de ces trois régimes fiscaux. Trois régimes fiscaux. Ah là là, si je commence par faire des fautes de français dès l'intro, les gens vont mettre des pouces vers le bas, ils vont partir, c'est bon quoi. Salut Pierre. Salut Lilian, merci de me recevoir encore une fois pour faire un petit point chiffré cette fois-ci, pour que ce soit plus concret pour tout le monde, voir d'un point de vue à la fois fiscal et financier, qu'est-ce qui différencie les différents régimes. Donc, comme tu le disais, on va voir déjà pendant toute la durée de détention d'un bien, qu'est-ce que ça fait en termes d'impôts, qu'est-ce que ça fait en termes de finances, et également au moment de la vente, parce que quand on fait un comparatif, c'est toujours très important de visualiser jusqu'au bout, donc jusqu'à la vente du bien, pour voir l'impact à la fois, encore une fois, fiscal et financier, et à la fin, on verra au global quelle est la différence entre tous les régimes. Donc si on commence par le régime de SCI translucide, donc SCI à l'IR. C'est un régime foncier, et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais détailler toutes les entrées, sorties d'argent qu'il va y avoir sur ce dispositif pour pouvoir déterminer le revenu fiscal à la fin de l'année. J'ai une petite question. Tu as Oui. dit que c'est un régime foncier. Est-ce que tu peux expliciter, peut-être expliquer ce que signifie dans ce cas-là l'appellation foncier, s'il te plaît? Le régime foncier, c'est un régime spécial pour les locations nues qui fonctionne à la fois quand on détient un bien à titre personnel, ou alors via une SCI translucide qu'on appelle SCI à l'IR plus fréquemment. Donc ça se déclare sur la déclaration de revenus, sur la déclaration 2044. Donc, qui dit location à nu dit non meublé? Oui, c'est ça. C'est la différence, c'est vraiment pour opposer la location meublée et la location nue. Comment ça se fait que en tout cas j'allais dire le gouvernement, mais en tout cas la fiscalité française fasse cette distinction entre la location à nu et la location meublée? C'est parce que d'un point de vue fiscalité, pour l'administration, quand on loue quelque chose qui est meublé, c'est une activité commerciale. Donc, fiscalement parlant, c'est complètement différent d'une location foncière qui est plutôt civile. C'est uniquement ça la distinction, même si je pense qu'il y aura très certainement des modifications dans la location meublée au cours des prochaines années. D'ailleurs, il y a le gouvernement qui a créé une cellule spécifique pour statuer sur la location meublée, pour voir si des aménagements sont à prévoir. Mais ça, je connais pas plus de choses à l'heure actuelle, donc il va falloir attendre soit la fin de l'année avec la loi de finances, soit le prochain gouvernement, et alors là, c'est complètement aléatoire. Ok, donc on ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé. Exactement. Mais bon, pour l'instant, on fait en fonction de la fiscalité actuelle, donc on va étudier les chiffres avec les données qu'on a. Donc, comme je disais, on va commencer par la location en revenu foncier, donc SCI à l'IR. Alors, ce que j'ai fait dans l'hypothèse, c'est que j'ai pris un immeuble qui a été acheté 400 000 euros avec des revenus fonciers, des revenus des loyers, à l'année de 32 000 euros. Ce qui fait une rentabilité qui est déjà pas mal, d'environ 8%. Donc on a des loyers. En face de ça, qu'est-ce qu'on a en charge? On a une assurance PNO, donc propriétaire non occupant. Ensuite, après l'emprunt, il y a potentiellement d'autres charges qui pourraient être déduites, mais j'ai considéré qu'elles n'étaient pas significatives pour les revenus fonciers, donc je les ai pas comptabilisées, je les comptabiliserai pas non plus dans les autres revenus. Ça, c'est les charges vraiment les plus importantes. Et donc en revenu foncier, on arrive du coup à un résultat de loyer moins les différentes charges de 24 000 euros. Et ces 24 000 euros vont être soumis à l'impôt sur le revenu. On verra un peu plus dans le détail comment c'est fiscalisé tout à l'heure. Là, je vais plutôt dire quel est le résultat pour chacun des régimes, pour ensuite donner le montant de la fiscalité. Donc pour la SCI à l'IS, donc là, l'immeuble, on l'a acheté pour un montant de 400 000 euros, et on va venir fiscalement déduire une partie du prix chaque année. C'est ce qu'on appelle la dotation aux amortissements. Et donc, en général, on amortit un immeuble sur une durée qui est comprise entre 30 et 50 ans.
Et donc là, pour cet immeuble-là, la dotation aux amortissements, elle est de 12 000 euros. Il faut savoir que presque tout dans l'acquisition de l'immeuble est déductible. Il n'y a que la part qui représente le terrain qui n'est pas déductible. Au niveau qu'on ne peut pas amortir plutôt. Alors, oui. je me permets d'ajouter que cette dotation aux amortissements, c'est une excellente nouvelle pour nous investisseurs, puisque c'est une charge qui est dite fictive. On va pas la payer, on va pas payer 12 000 euros tous les mois. En fait, c'est la prise en compte de ce qu'on a déjà payé pour l'achat du bien. Et à ce titre, ça va diminuer finalement notre IS, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas notre taux d'imposition. Et à ce titre, on est content puisqu'on paye moins d'impôts. C'est ça, exactement. Ça diminue la base fiscale imposable. Et donc, la base, du coup, est beaucoup moins importante qu'en revenu foncier, où tout à l'heure, on était à 24 000 euros de revenu foncier imposable. Là, en revenu fiscal soumis à l'impôt sur les sociétés, on n'est plus qu'à 11 600 euros. Donc, on a plus que divisé par 2 la base imposable. Et en revenu loueur meublé non professionnel, le calcul de la base imposable est exactement la même qu'à l'impôt sur les sociétés. Donc on a exactement les mêmes charges déductibles, et on arrive donc à un résultat imposable de 11 600 euros également. Donc pour récapituler, en revenu foncier, 24 000 euros de résultat imposable, et en revenu SCI-LIS et en revenu LMNP, 11 600 de revenus imposables. Et maintenant, oui. Je t'interromps, petite question subsidiaire. On parle donc là des différentes charges qu'il est possible de déduire. Je crois que tu fais référence notamment à la case entretien. Dans la case entretien, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, par exemple? Est-ce qu'on pourrait mettre l'achat de fournitures? Ou c'est vraiment si je refais la peinture, si je refais ma cuisine, si je refais ma salle de bain? On est plutôt dans ces aspects-là? Ouais, c'est plutôt toutes les petites réparations et également les frais de rénovation de peinture, tout ça, c'est des choses qui peuvent être déduites. Par contre, les reconstructions, ça forcément, c'est pas déductible. En tout cas, c'est pas déductible immédiatement. Ce sera déduit au fur et à mesure en tant qu'immobilisation et donc dans la partie dotation aux amortissements. Je sais aussi qu'on va pouvoir déduire, puisque je l'ai fait pour la maison que j'ai achetée d'ailleurs. Je sais pas si, parce qu'il faut le dire, on en retourne cette vidéo parce qu'on a eu des soucis d'enregistrement, donc je sais pas si j'ai déjà montré des photos de ma maison, mais c'est pas grave, vous aurez encore des photos de ma maison, je vous fais encore râler. Dans le cadre de l'achat de mon investissement immobilier dans le sud de la France, je fais de la location courte durée, et à ce titre, j'ai meublé la maison, et on a essayé de faire la chose la plus sympathique possible, parce que sur les plateformes telles que Airbnb, Booking, il va falloir se démarquer sur ces aspects-là, donc on va mettre des trucs sympas. On a acheté un petit baby-foot, vraiment la déco est assez sympa avec un petit style industriel, vous verrez les images. Je suis en capacité de déduire tous les frais que je vais engager lors de l'achat du baby-foot, des chaises, des tables, des télévisions que j'ai pu acheter aussi, qui sont dans les chambres. Et donc, ça vient réduire ces aspects-là. Moi, j'ai choisi le LMNP. Ça vient diminuer mon assiette, ma base fiscale. Et ce sont des achats finalement assez annexes, qui ne rentrent pas forcément dans la catégorie entretien, mais qui peuvent s'ajouter dans le cadre du LMNP. Et ma question, c'est est-ce que ça peut aussi s'ajouter dans le cadre de la SCI-LIS? Et j'imagine que non, dans le cadre du foncier, puisqu'on fait de la location à nu, du coup, ça n'aurait pas vraiment de sens de dire j'ai acheté un baby-foot, on le passe en frais. Est-ce que je me trompe? Exactement. Non, tu as tout à fait raison. Dans la SCI-LIS, les mêmes charges sont déductibles. Par contre, dans le revenu foncier, effectivement, comme c'est une location qui est nue, on peut pas dire qu'on achète du mobilier pour le mettre dans la location. Et pareil, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en cas de contrôle, le contrôleur va se poser la question de savoir est-ce que l'acquisition a été faite dans l'intérêt de l'activité. Et est-ce que par exemple, le baby-foot est effectivement localisé dans l'immeuble? Si c'est le cas, pas de problème. Par contre, j'ai souvent la question de je vais acheter une remorque pour faire un peu de travaux. Est-ce que c'est déductible? Ça, par contre, c'est pas déductible puisque la remorque, après, vous la récupérez et vous l'utilisez pour vos besoins perso. Donc, si on était joueur, enfin, si la personne qui nous écoute est joueuse, tournons-le comme ça, je vais avoir des problèmes après. Du moment que ce que j'achète est dans le bien au moment de la visite, en tout cas de la visite de l'inspecteur des impôts, et que ça rentre bien entendu dans ce cadre d'investissement pour rendre le bien plus attrayant, oui. Eh bien il n'y aura pas de souci. En tout cas, c'est la théorie. C'est ça. Il faut toujours qu'il y ait une justification à l'achat.
Après, on va dire qu'il y a quand même une limite aux dépenses somptuaires. Si vous achetez une œuvre d'art qui vaut je ne sais pas combien, que vous mettez chez vous et que juste pour le contrôle vous la portez dans la location, je pense pas que le contrôleur l'accepterait. J'ai pas encore eu le cas, mais à mon avis, il va tiquer. Ok, très bien. Je sens que je vais avoir un inspecteur des impôts qui va bientôt... je vais recevoir une lettre recommandée suite à ces vidéos. Écoute, après, c'est à toi de Ah bah je suis réglo de toute manière, je ne crains rien. Je suis de toute façon, c'est pas à côté de chez toi. Donc, comment ça? C'est pas à côté de chez moi? La location courte durée, elle est pas juste à côté de chez toi. Ah non, pour le coup, elle a plusieurs centaines de kilomètres, donc je risque rien de ce point de vue. Donc, pour en revenir à la fiscalité, on va descendre maintenant les différents impôts à payer sur les différents régimes en fonction du résultat fiscal qu'on vient de déterminer. Donc, si on revient sur la partie revenu foncier, avec 24 000 € de base imposable, en tant que revenu comme un salaire. Et donc, à ce revenu va s'appliquer votre tranche marginale d'imposition, qui est en fait la tranche la plus haute. Quand on raisonne sur un investissement comme celui-ci, on raisonne toujours sur la tranche la plus haute dans laquelle vous êtes imposé, parce que c'est un revenu qui va forcément s'ajouter aux autres, et donc qui est dans la dernière catégorie des revenus imposables. Là, ce que j'ai pris pour hypothèse, c'est que j'ai pris une tranche marginale d'imposition à 30%, qui est, pour un ordre d'idée, qui est atteinte si vous êtes célibataire, sans enfant, à partir de 30 000 € de revenus environ. Donc à partir de 30 000 € de revenus, tout revenu complémentaire est imposé à 30%. Donc là, ce qui fait un impôt de 11 300 € environ. Et à ça, vont s'ajouter également des prélèvements sociaux, qui là sont fixes à 17,2%. Et donc là, les 17,2%, ça fait... Ah non, c'était pas... Pardon. C'était pas 11 300 €, c'était 7 200 € pour l'impôt sur le revenu. J'avais sauté un tableau. Donc 7 200 € d'impôt sur le revenu, et à ça vont s'ajouter les prélèvements sociaux fixes de 17,2%, donc de 4 128 € pour l'exemple, et ce qui fait un impôt total à payer, cette fois-ci, de 11 300 € environ. Donc c'est quand même un revenu qui est assez fortement imposé, et en plus de ça, on verra tout à l'heure que d'un point de vue financier, c'est encore pire que ça, c'est que, en gros, l'opération est négative en termes de cash dans la poche. Tu nous spoil un petit peu là quand même. Un petit peu. Ensuite, SCI-LIS, on avait un résultat fiscal de 11 600 €, et donc ce résultat va être imposé à l'impôt sur les sociétés, à un taux de 15%, puisqu'on ne dépasse pas les 38 120 €, et donc le montant d'impôt à payer serait de 1 740 €. Et une fois qu'on a payé cet impôt, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que comme on est dans une société qui est soumise à l'impôt sur les sociétés, il faut considérer que c'est quelque chose qui est opaque par rapport aux détenteurs de la SCI, et donc une fois qu'on a payé l'impôt, on ne peut pas toucher à l'argent dans la société. Il faut, pour pouvoir toucher l'argent dans la société, faire une distribution de dividendes, et qui elle-même sera imposée à titre personnel à la flat tax, 30%. Donc vraiment, là, j'insiste sur ça, faut pas se dire dans une SCI-LIS, je paye l'impôt sur les sociétés, du coup après je suis tranquille, j'ai plus d'impôt. Non, c'est vraiment la trésorerie de la société qui doit rester dans la société jusqu'à décision de distribution. Alors, encore mon esprit mal tourné qui se réveille en moi. Est-ce que je peux passer certains frais auprès de ma SCI? Par exemple, imaginons, je veux investir, je sais pas moi, dans une ville de France. Est-ce que le déplacement, le logement à l'hôtel, etc., peut justifier une note de frais qui sera payée, en tout cas dont le montant sera essuyé, entre guillemets, par ma SCI, et donc partir en France, par exemple, si je souhaite aller à Paris pour peut-être faire l'acquisition d'une maison, peut-être pas la meilleure des idées, mais est-ce que les frais de trajet, le frais d'hôtel, etc. peuvent être pris en charge? Et est-ce que ça se justifie? Est-ce que tu as peut-être quelques pistes de réflexion à ce niveau-là à nous partager? Oui, à partir du moment où tu as une visite qui est prévue et que tu peux prouver facilement pour essayer de faire un investissement, pas de problème pour déduire les indemnités kilométriques ou alors les frais de transport. Par contre, il y a quand même toujours cette notion d'abus où il ne faut pas aller visiter une fois Paris, une fois Marseille, une fois une autre station balnéaire un peu partout, qu'il peut y avoir un peu partout en France.
au bout d'un moment, ça va sauter aux yeux que c'est de l'abus. D'accord. C'est de la même manière que dans une société dans laquelle tu fais ton activité, faut qu'il y ait un prospect dans la ville où tu souhaites aller, ou alors un potentiel contrat ou un contact. Bien sûr. D'accord. Mais cette notion est possible dans le cadre de la SCI à l'IS. Oui, et de la même manière en LMNP. Parce qu'on a bien vu tout à l'heure, par exemple, pour l'emprunt, c'est la principale différence qu'il peut y avoir entre le fiscal et le financier. Qu'est-ce que ça donne? Donc je vais reprendre encore une fois la SCI à l'IR. Donc je vais pour ça repartir du résultat fiscal, qui était de 24 000 euros. À ça, je vais retrancher l'impôt qui forcément est payé, donc 11 300 euros d'impôt payé. Et à ça, je vais retrancher également le capital de l'emprunt qui a été remboursé. Puisque ça, ce n'était pas une charge déductible, mais c'est quand même quelque chose qu'on paye. Donc 20 000 euros de capital d'emprunt, ce qui fait qu'au global, en cash net annuel, on a une opération de moins 7 300 euros. Ce qui veut dire que pour la détention de cet immeuble, malgré la présence du locataire qui verse un loyer, chaque année, ça demande un effort financier de 7 300 euros de détenir cet immeuble. Donc c'est pas neutre quand on fait le calcul, il faut bien avoir ça en tête et pouvoir se dire je vais avoir un effort financier à faire et je l'assume. Ensuite, SCI à l'IS, toujours un revenu fiscal de 11 600 euros, toujours des impôts à payer, mais cette fois 1 740 euros. À ça, par contre, on va rajouter la dotation aux amortissements, puisqu'on l'avait déduite des charges, mais finalement, comme tu l'avais dit tout à l'heure, on ne le décaisse pas. Donc on rajoute 12 000 euros de dotation aux amortissements qui ne sont pas payés. Par contre, on a remboursé l'emprunt, donc on a quand même le remboursement capital de l'emprunt de 20 000 euros également, et donc on a un cash annuel de 1 860 euros qui cette fois-ci est positif. Et j'ai quand même rajouté une petite notion en dessous qui est importante, c'est si jamais on souhaite distribuer l'argent, il y a quand même la flat tax à payer, donc 30% du résultat fiscal. Donc du coup, là, la flat tax serait de environ 3 000 euros. Et donc le net en poche serait de 1 098 euros. De moins 1 098 euros. Donc du négatif cette fois, puisqu'on a dû payer la flat tax. Et enfin, en LMNP, le revenu fiscal est de 11 600 euros toujours. Les impôts à payer, cette fois-ci 5 500 euros environ. On rajoute également la dotation aux amortissements de 12 000 euros. Et on retranche le capital de l'emprunt de 20 000 euros. Ce qui fait qu'on arrive à un cash annuel de moins 1 875 euros pour cette opération. Donc on voit quand même qu'il y a une grosse différence entre les différents régimes d'un point de vue financier sur le cash annuel. Une fois qu'on a fait ça, on prend le même résultat qu'on va venir étaler, qu'on va venir dupliquer sur les années de détention, même si, comme tu disais tout à l'heure, les intérêts d'emprunt vont aller en dégressif. Là, pour simplifier l'exemple, j'ai considéré que c'était la même chose tous les ans. Ok. Et ensuite, on arrive à l'année de vente de l'immeuble. Donc, qu'est-ce qui se passe au moment de la vente de l'immeuble? Les impôts vont également calculer une éventuelle plus-value sur la cession. Majorer artificiellement des frais qui ont été payés au moment de l'acquisition de l'immeuble, donc en gros les droits et les frais de notaire. Et si on n'a plus les justificatifs de ces frais, l'administration prend forfaitairement 7,5%. Donc 7,5% de 400 000 euros, ce qui fait 30 000 euros. Je crois que c'est ça. Ouais. Et à ça va également s'ajouter un forfait entretien, enfin un forfait travaux plutôt. À partir du moment où on détient l'immeuble plus de 5 ans, ce forfait va s'appliquer, donc 30% du prix d'acquisition de l'immeuble, donc 30% de 400 000 euros, 60 000 euros, ce qui fait qu'on a un prix majoré d'achat de l'immeuble de 400 plus 30 plus 60, 490 000 euros. Et donc on est... Alors, oui. Excuse-moi, cette enveloppe budgétaire de travaux, c'est une hypothèse que tu fais parce qu'il va falloir bien entendu prendre soin du bien à travers le temps. C'est cette idée? Ok. C'est ça. Et en gros, on a le choix, soit on fournit toutes les factures de travaux qu'on a faites mais qu'on n'a pas déduit fiscalement, soit on prend cette enveloppe de 15% des travaux. D'accord, donc on a le choix. Ok, oui, intéressant. C'est ça. Donc 15% de 400 000 euros, 60 000 euros, donc on a une valeur de l'immeuble qui est actualisée, qui est plutôt
revalorisé à 490 000 euros. Et donc, le prix de vente moins ce prix d'achat actualisé, ça donne une plus-value brute de 30 000 euros. Et sur ces 30 000 euros, vont s'appliquer également des abattements, en fonction de la durée de détention. Donc, à l'impôt sur le revenu, on a un abattement qui s'applique de la 5e année jusqu'à la 22e année, c'est progressif, et donc on a un taux d'abattement qui est facilement trouvable sur Internet. Donc là, j'avais pris 15 ans de détention, et donc pour 15 ans de détention, le taux d'abattement est de 60%. Donc ça veut dire que sur 30 000 euros de base imposable, on est imposé que sur 12 000 euros. Et donc, à l'impôt sur le revenu, c'est un taux forfaitaire de 19%, et donc pour 12 000 euros imposables, on a 2 280 euros d'impôt à payer. De la même manière, on a un abattement sur les prélèvements sociaux. Et là, sur les prélèvements sociaux, c'est la même chose que pour l'impôt sur le revenu. On a un abattement qui s'applique de la 5e année jusqu'à la 30e année. Ce qui fait qu'on est complètement exonéré d'impôt au-delà de 30 ans de détention. Par contre, la différence qu'on a entre impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, c'est que c'est à peu près lisse sur l'impôt sur le revenu. Par contre, c'est très fortement progressif sur les prélèvements sociaux. Ce qui veut dire qu'on déduit un très faible abattement pendant les 20 premières années, et il s'agrandit grandement les dernières années. Ce qui fait que là, pour 15 ans de détention, l'abattement, il n'est que de 16,5%, contre 60% qu'on avait sur l'impôt sur le revenu. Et donc, pour un abattement de 16,5%, ce qui donne une plus-value imposable de 25 000 euros. Et sur cette plus-value imposable, toujours prélèvements sociaux à 17,2%, il y a 4 300 euros d'impôt à payer, de prélèvements sociaux. Et donc, en aide disponible pour le vendeur, on a 520 000 euros, moins les impôts à payer, donc 2 280 euros d'impôt sur le revenu, 4 300 de prélèvements sociaux. Il reste 513 000 euros de cash disponible pour le vendeur, sur lequel il va d'abord rembourser la banque s'il y a encore un petit peu d'emprunt à payer, mais c'est du net disponible, il n'y a plus d'impôt à payer dessus. Ça, c'est en régime foncier et régime LMNP. C'est le même fonctionnement pour les deux. C'est exactement le même fonctionnement. Et c'est là qu'on voit tout de suite le gros intérêt du LMNP, c'est que pendant toute la durée de détention de l'immeuble, on a pu faire une déduction des amortissements, alors qu'on ne pouvait pas en foncier. Par contre, c'est sans impact au moment de la cession. Là est toute la puissance finalement, c'est pour ça qu'on dit souvent que le LMNP est la dernière niche fiscale pour faire de l'immobilier en France. Et j'irais même plus loin, c'est-à-dire que si ce bien-là, si ce bien que j'ai loué, on avait parlé la dernière fois, ça devient ma résidence principale, au moment de la revente, je serai exempt de tout ce qu'on vient de voir en termes d'imposition ? Oui. Oui, à partir du moment où c'est ta résidence principale, que tu la gardes pendant un certain temps, tu peux être complètement, tu es complètement exonéré de plus-value sur la cession de ta résidence principale. Combien de temps il faut que j'habite dedans pour justifier que c'est bien ma résidence principale ? 1 an, ça suffit. 1 an, ok. La dernière fois, lorsqu'on avait échangé, tu m'avais fait remarquer aussi que on pouvait être exempt de tous ces impôts si et seulement si, donc c'est notre résidence secondaire, ce qui est le cas lorsqu'on fait de la location, mais qu'à ce titre, au moment de la vente, lorsqu'on passait devant le notaire, on va voir si je me souviens bien, il fallait signifier que cette vente précédait un futur achat. De résidence principale. De résidence principale ? Oui. Ok, moi j'avais pas tout. Et en gros, il ne faut pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des 5 dernières années. Donc en gros, il faut être locataire. Et ne pas avoir de résidence principale en tant que propriétaire pendant les 5 dernières années. Et que la cession de l'immeuble qu'on a mis en location va servir à l'achat de la résidence principale. Il y a quand même quelques conditions à respecter, mais c'est souvent oublié quand on passe devant le notaire parce qu'il ne pose pas forcément la question au moment de la vente. Donc c'est vraiment un réflexe à avoir, c'est vraiment qu'il faut le signifier au notaire que la vente est faite dans le but d'acheter la résidence principale. Voilà pour ça. Et maintenant, on va passer à la plus-value des professionnels, donc en cas de SCI à l'impôt sur les sociétés. Et donc dans cette situation, là, il va y avoir l'impact des dotations aux amortissements. Donc de la même manière, on va prendre le prix de vente comme base de départ, donc 520 000 euros de prix de vente, et la plus-value, cette fois-ci, va se faire par la différence entre ce prix de vente et la valeur nette comptable de l'immeuble,
Qu'est-ce que c'est que la valeur nette comptable de l'immeuble? C'est le prix d'achat de l'immeuble, son coût d'achat, diminué de toutes les dotations aux amortissements qu'on a pu pratiquer depuis son acquisition. Donc là, comme on détient l'immeuble depuis 15 ans, il y a un certain nombre d'années où on a pu déduire, dans l'exemple c'était 12 000 euros, donc 15 fois 12 000 euros, ce qui fait que la plus-value cette fois-ci, elle est bien plus importante qu'en plus-value des particuliers, puisque là la plus-value elle est de 255 000 euros. Pour mémoire, on avait 30 000 euros tout à l'heure. Plus-value brute. Là, il n'y a même pas d'abattement. Donc là, l'impôt à payer sur cette plus-value, il est à 15% jusqu'à 38 000 euros, et au-delà, il est à, on va dire, entre 25 et 26,5%, mais là j'ai pris dans l'exemple 25%, puisque logiquement, ce sera 25% dans 15 ans. Après, ça peut toujours changer, mais là, actuellement, c'est 25%. Donc un impôt de 66 000 euros. Cette fois-ci, du coup, on a un résultat net après impôt de 453 000 euros, mais comme je l'avais dit tout à l'heure, cet argent est bloqué dans la société. Pour pouvoir le récupérer, il faut faire une distribution de dividendes, ou alors liquider la société, ça revient au même, et du coup, il y a une flat tax à payer sur ce montant, donc 136 000 euros. Ce qui fait que, au bout du bout, on a un net disponible de 317 000 euros pour la SCI à l'IS quand on récupère le cash à la fin. Quand même, ça fait une sacrée différence si on met ça en perspective par rapport justement à ce que tu nous as présenté juste avant, donc le net disponible à l'IR, donc foncier et à l'MNP, ça fait quasiment 200 000 euros de différence. C'est colossal. C'est énorme. Et c'est pour ça qu'il faut raisonner jusqu'à la cession de l'immeuble pour déterminer quel régime prendre, parce que si on s'était arrêté à la durée de détention, on pouvait se dire l'impôt à payer il est quasiment nul en SCI à l'IS, du coup c'est le régime le moins imposé, je fonce dans celui-là. Là, la désillusion est grande au moment de la cession. Est-ce qu'il y a moyen de se défaire de cette imposition, ou on n'a pas le choix? Non, on n'a pas le choix. À partir du moment où on est à l'IS, pour en sortir, il n'y a pas d'autre solution. Il y aurait des solutions en faisant un démembrement, mais c'est très regardé par l'administration et il faut vraiment que ce soit justifié économiquement, patrimonialement, et pas uniquement fiscalement. D'accord. Tu peux nous rappeler ce qu'est la définition d'un démembrement, s'il te plaît? Le démembrement, en fait, on divise la détention de l'immeuble entre deux personnes différentes. Il y a une personne qui détient l'usufruit du bien, donc qui perçoit les loyers, qui paye les impôts, et la personne qui détient la propriété du bien, la nue propriété, et qui, elle, va juste détenir l'immeuble, mais qui va rien en percevoir, et qui n'a rien à en payer dessus non plus, si ce n'est les gros entretiens, les grosses réparations. Et, bon oui. C'est-à-dire que là, par exemple, je crois que mes parents, en plus, c'est leur cas, ils ont acheté un appartement, je sais pas s'ils m'en ont donné la nue propriété, en tout cas ils m'ont fait signer un papier, il faudrait que je re-regarde exactement quels sont les tenants et les aboutissants, Mais c'est ça. Mais eux vont percevoir les loyers. Je crois justement avoir la nue propriété, ou en tout cas qu'au moment de l'héritage, je vais bénéficier de ce bien. Ça veut dire que s'il y a des gros travaux, ils peuvent venir me voir et me dire, Lilian, il faut que tu passes à la caisse? Les gros travaux sont très limités. Et c'est l'administration qui donne exactement ce que c'est. En gros, c'était prévu dans le code civil il y a très très longtemps. Et si tu veux savoir exactement, il faut regarder. Par contre, je me souviens, moi, c'est que, par exemple, un gros travaux, c'est creuser des douves. Ah, ok. Donc c'est quelque chose qui remonte. Je vois. Je pense pas qu'ils aient à creuser des douves de cité au sein de l'appartement. Non, il n'y a pas grand-chose qui est compris dedans. Après, on peut prévoir dans un acte à part que tel ou tel travaux sera de la charge du propriétaire ou de l'usufruitier. Mais logiquement, non, c'est toujours eux qui vont prendre en charge tous les entretiens. Ok, me voilà rassuré. Mais oui, c'est la logique. En gros, ils te donnent la nue propriété avant pour anticiper les droits de succession. Parce que là, du coup, comme on divise la valeur de l'immeuble, forcément, la valeur qui t'est donnée est moins importante, et après, l'usufruit te revient sans droit de succession dessus. Donc il y a un moyen d'optimiser ça au point de vue impôt sur les sociétés quand on est dans une SCI à l'IS. Par contre, c'est très regardé. D'accord. Et donc si on va aller jusqu'au bout, on peut faire aussi le calcul du revenu financier au global, avec pendant toute la durée de détention, pendant les 15 ans de détention, et au moment de la cession. Donc en faisant ça, on peut voir que en revenu foncier, on a un net en poche tous les ans de moins 7 300 euros, donc fois 15 ans, donc moins 100 000 euros, moins 109 000 euros, donc c'est
comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment pas neutre. Ensuite, en SCI Liès, pendant la durée de détention, on était à 1860 avant distribution, donc plus 27 900 au bout de 15 ans. Là, c'est plutôt positif. Avec distribution en SCI Liès, on est à moins 16 470 € cette fois, au bout de 15 ans. Et en LMNP, comme on était en annuel à moins 1875, au bout de 15 ans, on est à moins 28 000 €. Au moment de la vente, ça on vient de le voir, en foncier, en LMNP, on est à 513 000 €. Par contre, en SCI Liès, beaucoup moins important, on est à 453 000 € avant distribution, et après distribution, on est à 305 000 €. D'ailleurs, je me rends compte qu'il y a peut-être une coquille dans le tableau, puisque j'étais tout à l'heure à 317 000 €, et là je suis qu'à 305, donc c'est plutôt 317 qu'il faut prendre. Et enfin, du coup, au global, si on ajoute les deux, en revenu foncier, on redescend à 403 000 €, puisqu'on avait un effort financier de 100 000 € et on a au global 500 000 € à la fin, donc on retombe à 400 000 €. Par contre, en SCI Liès, on est à 481 000 € avant distribution et à 288 après distribution. Et en LMNP, là, on passe à 485 000 € de revenus disponibles après tout avoir payé. Donc on voit bien que LMNP, comme tu disais, niche fiscale qui permet d'avoir le plus en termes financiers au bout du bout. C'est ce que j'allais dire. Finalement, à la lecture de ce tableau, on se dit, bon, je vais pas me poser de questions, je vais partir en LMNP. Est-ce que ça serait une bonne conclusion à avoir à la lecture de ce tableau? Et la question qui suivrait à cela, ce serait, ok, si je pars, en tout cas je me dis que je pars sur du LMNP, quelles sont les conditions auxquelles je dois me conformer pour pouvoir justement être éligible à ce statut, à ce régime fiscal? Oui, donc il y a deux choses à prendre en considération. C'est que, d'une part, comme tu disais, là on le voit que c'est le plus intéressant, en tout cas en regardant comme ça, donc il y a quand même des conditions respectées. Il y a deux conditions pour pouvoir être en LMNP. Donc c'est soit on dépasse pas 23 000 € de recettes. Là, si on dépasse pas ce montant de recettes, dans tous les cas, on peut être LMNP. Et si on dépasse 23 000 €, on va comparer les recettes aux autres revenus du foyer fiscal. Et donc si les revenus du foyer fiscal sont supérieurs aux recettes du LMNP, on reste en LMNP. Donc, par exemple, si je gagne 5 000 € net par mois et que j'ai 45 000 € de revenus via de la location, oui. Donc mes loyers me rapportent 45 000 €, 5 fois 12, ça fait 60, si je dis pas de bêtises, donc 60 étant supérieur à, je sais pas combien j'ai dit, 45 000 € de loyer, j'ai aucun problème, je suis conforme au LMNP, je peux rester dans ce statut fiscal, même si j'excède les 23 000 € de chiffre d'affaires en loyer. Et sinon, et deuxième chose à voir, c'est vrai que j'ai parlé de deux choses, et la deuxième chose à voir, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est que l'administration est en train de statuer sur le régime LMNP, et donc potentiellement il pourrait y avoir un changement dans les règles fiscales, et mettre tous ses œufs dans le même panier LMNP, c'est quelque chose qui pour moi est un peu risqué. Il vaut mieux partir sur un investissement en LMNP, et ensuite changer de régime pour les investissements suivants. Pour diversifier finalement les risques de changement. Tu penses qu'il va y avoir une rétroactivité, je crois qu'on dit, dans le cas du LMNP? C'est une possibilité, c'est déjà arrivé. En général, l'administration fait pas trop de rétroactivité sur plusieurs années. Donc ça, sur les années passées, il n'y en aura pas. Par contre, c'est possible que sur une année en cours, ils peuvent se dire, voilà, à partir de 2021, les dotations aux amortissements, LMNP, ça n'existe plus. D'accord, à partir de cette date-là? Oui. Donc pour tous les investissements que j'ai pu faire en LMNP auparavant, je l'ai quoi. Voilà, c'est que tu te retrouves taxé comme un revenu foncier. Ok. Je pense pas qu'ils iraient jusqu'à cette extrémité. J'espère parce que c'est vraiment, ce sera vraiment pas neutre fiscalement parlant pour tous les investisseurs. Par contre, ce qu'ils peuvent modifier plus facilement, c'est la règle de détermination de la plus-value imposable. Ou de la même manière qu'une SCI Liès, ils pourraient dire, on va prendre la VNC, la valeur nette comptable de l'immeuble, pour dire quel est le montant de la plus-value. Et là, comme il y a du cash qui est déjà disponible, aucun problème pour payer l'impôt. Très bien. Est-ce qu'il y a un point que tu voulais ajouter? Oui, peut-être nous donner un retour d'expérience sur les différents profils qui vont investir, en tout cas qui vont choisir un régime fiscal plutôt qu'un autre. Oui. Alors, très souvent, j'ai des profils comme toi, freelance, qui veulent se lancer dans l'immobilier
et qui se posent la question de savoir comment utiliser l'argent qu'il y a dans la société pour pouvoir investir. Donc pour ces personnes-là, il y a deux catégories. Il y a ceux qui veulent directement partir dans une SCI, donc il forcément sera à l'IS puisqu'ils veulent utiliser l'argent de la société, ou qui sera translucide mais à l'IS parce qu'elle est détenue par la société. Ou alors qui se disent je vais faire un premier projet en LMNP, parce que j'ai quand même des revenus qui peuvent me permettre d'avoir un emprunt, j'ai de la trésorerie dans la société qui peut me permettre d'avoir une garantie pour mon banquier, et donc ils font un projet en LMNP, et pour les projets suivants, ils partent dans la SCI. Ça c'est le plus régulier que j'ai. Sinon c'est des personnes qui sont plutôt en statut salarié, qui eux vont plutôt partir sur un premier investissement directement à LMNP, parce qu'il n'y a pas de structure à utiliser. À toutes les personnes qui nous écoutent encore, qui ont été assez courageux pour suivre toutes les explications chiffrées, etc. Merci beaucoup. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à liker la vidéo. Si vous recherchez un cabinet comptable compétent, j'ai un bon plan pour vous. Number vous offre un diagnostic de votre situation actuelle, 2 mois d'accompagnement gratuit si vous avez déjà créé votre entreprise, et si ce n'est pas le cas, il vous offre la création ainsi qu'1 mois d'accompagnement. Si ça vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien en description. C'est gratuit et ils sont super compétents. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, explosez les pouces bleus, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Past